Alors Anna, vous nous apportez plusieurs documents qui sont en rapport avec votre grand-père, Jean Grimbach. Et c'est une histoire que vous avez eu l'idée de nous raconter après un voyage que nous avons fait à Berlin, ensemble avec les classes de première. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce grand-père que vous n'avez pas connu? Oui, donc Jean Grimbach est né en 1896, fils du général Grimbach, euh, qui à 18 ans s'engage volontairement dans pour la Première Guerre mondiale. Donc il a toujours été très actif. Après, il va rentrer dans l'industrie et après ça, après l'appel du général de Gaulle le 18 juin 40, il décide, bon, un an plus tard, en mars 41, de partir avec ma grand-mère rejoindre le général de Gaulle donc à Londres. Commence un périple en Afrique du Nord. Il décide de partir à Casablanca et commence alors d'organiser un système de réseau d'information. Et donc après, la date un peu qui est déterminante pour moi, c'est après la naissance de mon père en janvier 42 à Oran. Mon grand-père vient le voir quelques mois plus tard en fait, vers mai. Bon, mon père ne le connaîtra en fait que un mois, parce que un mois plus tard, vers juin, il a été encore dénoncé et par en fait un carnet d'un autre résistant qui avait donc toutes les adresses et tous les noms. Donc il est envoyé à la prison de Tlemcen, où il est jugé, Comme résistant. Et donc de là, on le transfère à Tunis, à la prison de Tunis. Le colonel qui présidait le tribunal militaire lui a arraché sa Légion d'honneur qu'il avait eue, puisqu'il était engagé volontaire à 18 ans. À 18 ans, en 14. Et donc, quand les Américains sont arrivés, enfin, quand il y avait le débarquement qui arrivait à Tunis, enfin, le directeur de la prison, Mourantrouille, a dit bon, ben, je libère tous les gens qui étaient arrêtés pour des raisons politiques. Sauf que la veille de faire ça, tous les dirigeants, qui étaient ce qu'on appelait les Tunisiens, ont été mis dans les mains des Allemands qui les ont emmenés à Sachsenhausen en avion, avec 2 avions pleins. Et dans tous les livres d'histoire de la résistance et tout, c'était les seuls déportés par avion à Sachsenhausen. Et il est mort ensuite à Sachsenhausen. On nous a toujours dit qu'il était mort de faim, on n'en sait rien. Bon, il n'a jamais été arrêté comme juif, hein, il était tout juif qu'il était, mais en fait, c'était toujours comme résistant. Donc justement, le voyage à Berlin, j'appréhendais un peu, j'avais vu dans le programme première visite dès la sortie de l'aéroport Sachsenhausen. J'ai toujours su que mon grand-père était mort à Sachsenhausen. Un soir, je suis allée voir mes parents, j'ai dit quand même, j'ai un peu peur, j'appréhende. Donc ils m'ont donné 2 options. Soit tu y vas et t'affrontes et quand même tu peux raconter ton histoire, ou bien tu restes dans le car. Et vous avez choisi donc La première option, voilà. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette visite? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Je suis allée voir dans les registres, je retrouvais bien mon grand-père et j'ai vu le nom, ça m'a beaucoup... Vous avez vu le nom? J'ai vu le nom, oui. Et ça m'a beaucoup impressionnée. Et voilà, donc j'essayais un peu de m'imaginer cet inconnu dans ce camp couvert de neige. Comment vous situeriez justement on en avait parlé un petit peu avec Anna, les origines de la famille? C'était pas quelque chose de très normal qu'il y ait un général juif après l'affaire Dreyfus, déjà. Ça, c'était déjà quelque chose d'un peu particulier. Donc il a été élevé, il avait été, quand il était enfant, il était au Prytanée militaire, il avait été élève. Il a été bien sûr dans l'armée jusqu'à l'armistice de Pétain, et donc il avait le sentiment profond de la France, et je veux dire, je crois qu'il avait tout à fait compris l'enjeu de Gaulle. Vous êtes retourné, vous
vous-même, disait Anna, à Sachsenhausen. Oui, alors j'y suis retourné. Quand, moi, il y avait de grandes expositions d'architecture qui s'appellent l'International Bauausstellung. J'ai construit 3 bâtiments à Berlin, du temps où il y avait le mur. Et c'était pas, j'ai dépassé à Berlin-Est, mais c'était pas tellement. Bon, j'y suis passé plusieurs fois, mais j'avais jamais été à Sachsenhausen. Et quand le mur est tombé, je suis allé à Sachsenhausen. Au même moment, j'apprends que j'étais là-bas sur place. J'apprends qu'ils ont décidé de raser le camp pour y faire un grand quartier d'habitation. Et un certain nombre de gens se sont agités quand même contre ça. Et on a même demandé un projet à mon ami Daniel Libeskind, qui est l'architecte qui a fait le musée juif après, qui avait fait un très beau projet pour empêcher qu'on fasse. Il avait dit on inonde le camp et on ne garde les stalags que comme des îles pour que plus rien, une espèce de glaciation. J'aime beaucoup cette photo là que vous avez mis là, cette photo. Elle me... Oui, je sais, je la trouve très, très intéressante comme photo, quoi, de cette Anna toute seule au milieu de ce camp. Qu'est-ce que ça signifie finalement de grandir avec l'absence d'un père, quand on sait dans quelles conditions il a disparu, et d'avoir ensuite à transmettre ça à son enfant? Et je pense que c'est compliqué, mais je pense que c'est important de transmettre toujours. Voilà, moi je crois que j'ai vécu comme ça, étant toujours dans l'esprit de la résistance. Voilà, et donc moi je pense que j'ai essayé de transmettre ça un peu. Moi je pense que voilà, un jour dans un film qui avait été fait un peu sur la famille, sur toutes les histoires et tout, le réalisateur me dit mais qu'est-ce que c'est être juif pour vous? Parce que je suis pas du tout religieux, moi je suis comme le disait Freud, je suis un godless Jew, c'est-à-dire je suis un juif sans Dieu. Et j'ai dit moi l'esprit de juif c'est de la résistance.